N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Vous êtes les bienvenus avec nous au Club de la Presse de ce jour, mercredi 31 octobre 2018. 11 heures passées légèrement de quelques instants, mais nous sommes bel et bien là avec le duo à la technique, à savoir Michel Vitogbe Kokou Tomenga à la console, pendant que Géraud Dakucha vous mettra cette émission en ligne. Et vous savez déjà que cette émission est toujours animée humblement et innocemment par le seul innocent de la presse togolaise, africaine et mondiale. Abbas Yosaka, bonjour. Vous connaissez le seul journaliste innocent ici au Togo, en Afrique, dans le monde et dans tout l'univers. Ah, peut-être que... Pas peut-être. Bon, il y en a des innocents. Mais le seul innocent dans la presse qui se dit être le seul innocent, c'est SAS. Merci, voilà le témoignage. Voyez-vous, Sylvestre Béni, je suis arrivé à l'université en octobre 1985. Vous imaginez, des gens venus de la campagne qui se retrouvent à l'université et comme par hasard avec Abbas Isaka. Oui, voilà, donc ceux qui... Bon, c'est un avis à moi, Abbas, donc je crois que c'est... Et d'ailleurs, il est très intelligent, hein, il est très... Ah bon? il fait partie donc de la crème de ceux qui sont venus donc de l'intérieur, et puis bon, il les démontre chaque jour. Bon, d'abord, je dis bonjour à tous les Togolais et Togolaises. Merci. Je ne sais pas si Abbas Isaka est intelligent, mais ce que je sais, il est un ami que je traîne bien malgré moi depuis 33 ans. Malgré toi d'ailleurs. Gadi Altonyadi de Santé et Éducation, bonjour. Ça c'est bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, mon cher oncle, Joël Kossivignon et gars de Fraternité, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour tout le monde. Merci. Et puis, voilà le gros, le gros et le grossissant qui s'annonce. Commençons par le gros. Bouraima Tchaboré, bonjour. Oh, laisse-moi un peu respirer, ça. Votre punition, c'est que vous parlez en même temps. D'accord. Si vous étiez arrivé avant l'heure, vous auriez eu le temps de souffler. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour, Sas. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour également à toutes celles qui nous écoutent. Merci. Et puis, Joachim Loco, le temps qu'il s'installe, et il nous saluera. Eh bien, cette émission, nous allons repartir sur les traces du chef de l'État qui continue à participer à ce sommet du G20 pour l'investissement en Allemagne. Et nous aurons à parler santé et éducation, mais nous aurons également à esquisser un bilan. Voyez-vous, il y a aujourd'hui exactement 3 mois, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'étaient réunis chez nous ici à Lomé adressaient le 31 juillet 2018 au pouvoir en place à Lomé et à la coalition des 14 partis de l'opposition une feuille de route censée aider le Togo à sortir paisiblement de sa crise, avec notamment un programme d'adoption de réformes constitutionnelles et des élections législatives organisées par une commission électorale nationale indépendante, complète et inclusive. 3 mois après, nous allons ici à ce plateau esquisser un bilan des 3 mois donc de la feuille de route de la CEDEAO. Mais commençons par ces 2 vues et constatés. Au moment même où nous entrions au studio, un auditeur qui nous envoie ce texte, une dame au volant de sa voiture, nous passons la plaque d'immatriculation, une dame donc au volant de sa voiture de marque Peugeot couleur bleue s'est mise à téléphoner au portable sur au moins 200 mètres sur la voie Zosimé, entreprise de l'Union. Or, vous savez que cette voie-là est en aménagement. Quand une dame au volant ralentit la circulation et se plaît à téléphoner,
Sylvestre Béni, vous imaginez tous les désagréments et tous les risques que cette dame-là fait courir aux autres usagers de la route. Oui, justement, ce sont des comportements à bannir totalement dans la circulation. Et là, j'invite quand même les forces donc de l'ordre, du moins les policiers. Pour ces genres de cas, il faudrait quand même que la sanction soit exemplaire, parce que ça devient récurrent. Et même cette dame, figurez-vous, il suffit seulement donc de l'approcher et de lui dire donc madame, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, et vous verrez que peut-être elle peut quand même vous couvrir d'insanité, de toutes les insanités du monde. Et là, ça devient normal. Et c'est souvent chez nos amis les étudiants que nous voyons très souvent ça. Il suffit donc de leur dire non, monsieur, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien, mais là, ça fuse les insultes. Donc il faudrait quand même que... Merci. Donc, vieux constater une dame qui téléphone au volant sur une route qui n'est pas à bon état, qui ralentit et qui bloque les usagers de la route. Tout simplement, ce n'est pas bon. Et nous rappelons que ici au Togo, téléphoner au volant est interdit, tout comme ceux qui sont au volant de leur voiture sont invités à porter la ceinture de sécurité. Autre vieux constaté, Joël Kossi Vignoega, vous habitez Beradi de Gomé. Oui. Eh bien, quand vous venez en ville, au niveau qu'on peut appeler, disons communément, le carrefour qui mène sur la paroisse à Venou, ou bien vers l'école Kouvahe, il y a un fromager là-bas, côté sud. Alors, des gens ont mis le feu au fromager et le feu a creusé un grand trou dans le tronc du fromager. Le fromager lui-même, il est déjà mort, mais il est là toujours pendant comme une épée de Damoclès, ce fromager qui peut s'abattre à tout moment sur la route, alors que la circulation sur ce tronçon-là se fait de plus en plus importante. Joël. Oui, non, je crois que c'est une interpellation indirecte que vous faites à celui qui est chargé de contrôler les rues dans cette partie de Lomé. Et indirectement, c'est le préfet, enfin le chef de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, Kossi Agboka. C'est à lui que vous faites interpellation. Également au président de la délégation spéciale de la commune de Lomé aussi. Oui, le contre-amiral. Oui, mais ils te diront que cette partie ne fait pas partie. Non, là c'est dans la commune. Ah, c'est dans la commune. D'accord. Si ça fait partie de la commune, tant mieux. Et donc ils sont deux. Alors à se pencher sur la question et mettre la vie des usagers de la route hors du danger, parce que c'est vrai. Merci d'avoir amené ça, parce que c'est je ne sais comment dire. C'est un phénomène qui a toujours suscité. Je suis sûr que ça a marqué l'esprit des gens, mais bon, il n'appartient pas à un citoyen de venir abattre ça, parce qu'il faut des outils spéciaux, et puis bloquer toute la voie pour Merci. Donc, ce fromager qui peut s'effondrer à tout moment avec le risque qu'il s'abatte sur la voie, une voie assez fréquentée, ça pourra conduire des préjudices. Et en même temps que nous relevons ça, nous relevons également que la route, la voie pavée au niveau de la pharmacie du Djidjolé, que nous avons relevé, maintenant les travaux ont commencé là-bas. Eh bien, gageons. On espère que cette fois sera la bonne, parce qu'ils sont déjà retournés réparer cette route-là. Gageons à Bachisaka que ces travaux vont être faits rapidement. Ouais, et puis que la route qu'on nous livrera à temps, sera de bonne qualité. Ouais, c'est ça. Et puis il y a l'autre problème par rapport aux arbres au bord de la route. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps 2 arbres sur les pavés de Djidjolé. Au niveau du commissariat. Sont tombés et puis ont causé même des dégâts humains et matériels. Il y a toujours de ces arbres là sur ces pavés. Quand vous arrivez même sur les pavés du Djidjolé, il y a les gros arbres qui sont assis aussi sur les pavés. Les pavés sont en train de partir. On va les racines. Donc il suffirait aussi d'un vent, d'un coup de vent, et puis ça va causer aussi d'autres dégâts. Comme ça va être le cas. Donc il faut prendre des dispositions pour éviter ces genres de situations. Merci. Cela nous amène donc à la pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de René Le Seine, qui écrit que la vertu est le courage du bien. La vertu, c'est le courage du bien. Faisons l'effort d'aller à la vertu
même si ça demeure un idéal, nous pouvons toujours essayer. Ne pas téléphoner au volant pour bloquer les autres usagers de la route. Les autorités en charge de la municipalité, de la préfecture, tout ce qui peut nous menacer aux abords de la voie publique, s'il vous plaît, c'est pour ça que vous êtes là, que nous vous entretenons avec nos impôts. Faites en sorte également que nous soyons en bonne santé, n'est-ce pas, Gadia Tchonyadji? Tout à fait. La bonne santé. Et vous nous rappelez que le 29 octobre dernier, c'était la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC, et vous trouvez important de revenir sur le sujet dans votre parution de ce jour. Oui, il y a eu, depuis le mois d'août, nous en parlons en prélude à cette journée, le 29 octobre dernier, c'était la journée internationale de lutte contre les AVC. Vous savez, les AVC aujourd'hui, il n'y a plus de photos à faire. Cela est récurrent dans nos communautés. Et il faut passer l'information, il faut que les populations connaissent mieux cette maladie, parce que c'est vraiment une maladie. C'est quoi les AVC? C'est une interruption brutale de la circulation du sang au niveau du cerveau. Et cela est dû à deux phénomènes. Le premier, c'est par rapport à un caillot qui bloque la circulation du sang dans une artère au niveau du cerveau. Vous savez, le sang circule avec l'oxygène. Donc, quand tout est bloqué, les cellules au niveau du cerveau commencent par mourir. Et ça peut conduire à un AVC. Le second phénomène, c'est que l'artère se rompt ou bien se casse et le sang coule dans le cerveau. Là, il y a une hémorragie au niveau du cerveau et l'AVC est là. Donc, il y a des causes à cela. On parle de l'hypertension artérielle. On parle du diabète. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent conduire à la colère, par exemple, la mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, l'alcool. Vous savez, le Togo, on met un peu partout, on a reçu des prix en matière d'alcool. Je ne suis pas sûr que ce soit un tableau d'honneur pour les Togolais. Et puis, le Togo fait partie de ces grands pays africains buveurs de l'alcool. Et nous sommes consommateurs d'alcool. Bon, buveurs, consommateurs, ça revient au même. Et ne sommes pas étonnés du fait que nous assistons à des drames dans notre communauté. Donc, aujourd'hui, les AVC ont surpris tout le système de santé. Nos hôpitaux ne sont même pas équipés pour prendre en charge ce genre de maladie. On a très peu de spécialistes pour la prise en charge. Donc, c'est la prévention. On doit s'inscrire dans la prévention. Chacun individuellement doit prendre une décision, connaître la maladie et adopter des mesures préventives. Merci. Un bel article sur toute la page 6, la page 4 de Santé et Éducation. Les AVC, quels sont les différents types d'AVC, quels sont les facteurs de risque, comment reconnaître l'avènement de l'AVC chez quelqu'un et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de quelqu'un qui est victime de cela et comment vivre avec les séquelles de l'AVC. L'occasion pour moi de saluer mon oncle Valentin qui a fait cet AVC-là et qui entraîne les séquelles, qui est paralysé du côté droit depuis 8 ans. Cher oncle, bonjour. Mais revenons ici à un autre phénomène, à la mode. Les publicités passent abondamment sur les réseaux et dans les médias. Il s'agit des boissons sucrées, les boissons énergisantes. C'est la mode, mais Gadiel, cette mode-là n'est pas exempte de risque pour notre santé. Tout à fait. Vous savez, les boissons sucrées et les boissons énergisantes ont des conséquences sur la santé. On ne cessera jamais de le dire. La consommation de sucre, d'une manière excessive, est un facteur vers le surpoids et l'obésité. Et cela peut conduire à des maladies cardiovasculaires. Les boissons énergisantes agissent directement sur le cœur, sur le foie et sur les artères et peuvent causer des dégâts d'une manière directe. Donc, on ne cessera jamais de le dire. Faisons attention dans la consommation de ces genres de boissons. Merci. Et vous écrivez tout de même que la lutte contre l'obésité passe immanquablement
pas une réduction de la vente des boissons sucrées et énergisantes. C'est bon pour la langue, c'est sucré pour la langue. Également, c'est bon pour les affaires. Mais attention, le prix à payer pour notre santé. Quand vous allez dans des boutiques, dans les kiosques, vous voyez, c'est entassé en bouteilles. Des fois même c'est 250 francs. Orange, jaune et tout ça. Mais franchement parlant, on se demande si ce sont des boissons de qualité. Et le taux de sucre n'est même pas mentionné sur ce genre de bouteilles. Et faisons attention. Faisons attention, d'autant plus que ces boissons énergisantes peuvent constituer également un danger pour nos intestins. Et l'article dit que les composants de ces boissons énergisantes, à savoir les édulcorants artificiels, les additifs, les émulsifiants, pourraient être dangereux pour nos bactéries, notamment ça peut conduire à des maladies comme l'obésité, encore une fois, le cancer, le diabète de type 2, les migraines et même la toxicité hépatique. Oui, ça veut dire le foie est atteint. Donc, si le foie est atteint, le corps est ouvert à plusieurs maladies. Merci. Que ceux et celles qui ont des oreilles, et surtout ceux et celles qui ont des yeux, qu'ils achètent Santé Éducation, qu'ils lisent ces articles-là, peut-être Bourema Tchaboré, qu'ils pourraient trouver des trucs intéressants pour leur propre santé. Oui, justement, parce que j'ai l'habitude de lire ça tous les mercredis, même après qu'on ait fait le débat ici à la maison, j'essaie de relire parce qu'il y a beaucoup de choses à tirer comme des choses positives. Moi, je voudrais revenir sur les déclarations ou bien ce que vient de dire le confrère Gadiel par rapport à ces boissons énergisantes et boissons sucrées. Je pense que aussi, il faudrait que le gouvernement nous aide dans ce sens. Il y a un dispositif au niveau du ministère du Commerce qui est là, qui est chargé, et du moins de contrôler ces différents types de boissons. Et ce dispositif, franchement, si le gouvernement pouvait mettre ça en pratique pour que le contrôle soit effectivement fait. Parce qu'ils attendent parfois, quand on se met à crier, surtout nous sommes aujourd'hui en période vers la fin de l'année et vous savez combien des fêtes de fin d'année, combien ces genres de choses vont affluer dans le pays. Si le ministère peut faire quelque chose dans ce sens, je pense que ça pourrait. C'est vrai que quelqu'un me dira que notre santé dépendra de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous pouvons nous prendre nous-mêmes en charge. Je crois que le ministère devait nous aider dans ce sens en faisant ne serait-ce que... Mais vous oubliez d'interpeller le ministère de la Santé qui devrait nous sensibiliser, nous éduquer sur la qualité de tout ce que toutes ces boissons que nous prenons. C'est cela. Merci. Mais revenons en santé et éducation, Gadiel. Quand nous avons devant nous une personne qui a une belle peau, également qui a une belle vue, est-ce qu'il y a un rapport à établir entre avoir une belle peau et une bonne vue? Tout à fait. Avoir une belle peau, une belle vue peut être dû à un certain nombre de substances qu'on obtient dans la consommation, notamment la vitamine A. Voilà, donc... vous voulez avoir une belle peau, vous voulez avoir des yeux qui regardent bien sans forcément porter des lunettes, préférez la consommation des aliments qui composent ou bien qui ont de la vitamine A. Tout simplement, no comment. Si nous consommons des aliments à forte contenance vitamine A, nous avons des chances d'avoir une belle peau et également une bonne vue. Et on lira l'article à la page 2. Et chacun s'en fera ses commentaires. Maintenant, allons à la page 3 avec ces recettes que vous nous recommandez à base de gingembre contre la toux. Nous sommes déjà à fin octobre, bientôt l'harmattan avec la poussière, et cette poussière qui s'accompagne immanquablement de toux. Et vous nous recommandez ces recettes-là, 3 remèdes à base de gingembre. Oui, la toux, il y a déjà une épidémie actuellement. Vous savez, dans presque toutes les familles, il y en a qui toussent. La toux, c'est une irritation des muqueuses de la voie respiratoire et qui se caractérise par quoi? Par une impulsion qui sort de la bouche, des fois du nez. Donc, et cela peut avoir des conséquences sur la santé.
notamment la réduction de la qualité du sommeil. Vous savez, il y a un certain nombre de trucs qui vous accompagnent même. C'est quand vous vous mettez sur votre lit que vous commencez pas à tousser réellement. Donc, des fois, on ne passe pas bien la nuit. Donc, il y a des produits naturels à base de gingembre, le gingembre mélangé avec d'autres condiments pour avoir un jus pour lutter contre la toux, et c'est très efficace. Merci. Ces 3 recettes, c'est à la page 3 de Santé et Éducation. À propos de la poussière, il y a ce SOS que nous adresse souvent un auditeur qui est à Agoué. Je ne sais pas si quelqu'un emprunte la voie qui passe juste à côté de l'église Marie-Théotokos d'Agoué-Nivé, qui va jusqu'au niveau de Kégué, la rue communément appelée la rue Kofi Panou. Joachim Loko, vous connaissez la voie là? Oui, je connais la voie, j'emprunte cette voie tous les dimanches pour aller à l'église. Vraiment, cette voie-là, vous vous habillez le matin et à 10h, vous allez... Ça dit que votre col... donc ça dit que les riverains et les usagers de la route là en souffrent ne doivent pas s'habiller en blanc, c'est ça? Jamais, jamais. Même si vous avez une maison qui est proche de la route, la rue là, la maison de Kofi Panou et autres, et l'église, même au sein de l'église catholique, il y a l'église des Assemblées de Dieu à côté, donc c'est tout calvaire pour les populations d'Agoué. Merci également. Nous recommandons cette voie aussi à l'attention du ministère des Infrastructures. Si on ne peut pas goudronner, si on ne peut pas paver, qu'on trouve quand même une solution pour mettre un peu les usagers, les riverains à l'abri de cette poussière sans cesse envahissante. Mais revenons à Santé et Éducation avec cette autre recette, les jus naturels à base d'orange pour la santé. Et l'orange, j'ai une orange et je la mange. Quel fruit délicieux, j'en voudrais bien 2. C'est quelque chose que nous récitions au CP1, mais nous ne savions pas toute la mine, tout le trésor que contient ce fruit. Gadiel. Tout à fait. L'orange, d'après une étude qu'on a faite, un sondage qu'on a fait lors de la deuxième édition du Mabest, l'orange est le premier fruit consommé par les Togolais devant l'ananas et la banane, donc très riche en vitamines, sels, minéraux, et qui contribue à la santé cardiovasculaire et qui nettoie les reins, qui nettoie le foie, qui nettoie beaucoup d'organes. Et il faut consommer très souvent ce fruit-là. Et puis, on peut en faire du jus mélangé à d'autres fruits, à un certain nombre de légumes pour avoir une boisson de santé. Et bientôt, les fêtes de fin d'année, nous avons commencé par proposer comme ça des recettes que nous pouvons faire lors des fêtes de fin d'année pour boire santé au lieu de consommer des boissons qui ne valent pas la peine. Il y a une amie, souvent elle me nargue. Elle se photographie en train de manger de l'orange. Elle m'envoie la photo, mais elle ne m'envoie jamais l'orange. Merci beaucoup. Donc revenons et terminons rapidement avec d'autres articles de santé et éducation qu'on n'a pas toujours le temps de commenter, mais rapidement. Gadiel, vous écrivez à la page 5 que quand on porte la cravate trop serrée, cela peut conduire au fait que notre cerveau est mal irrigué. Tout à fait. Alors ceux qui jouent au claquet là, ils doivent faire attention. C'est une étude qui est faite en Allemagne et qui dit que ceux qui se mettent à cravate, ou bien les cravatés, il se passe un phénomène. La réduction de la circulation du sang au niveau du cerveau va de 7 à 10%. Et ce n'est pas encore grave, mais cela peut être grave chez des personnes qui sont des malades, qui sont hypertendues, qui ont des problèmes au niveau des nerfs. Donc là, si on réduit la circulation du sang au niveau du cerveau, un accident peut arriver rapidement. Donc le conseil qu'on donne quand vous arrivez au bureau, au moins, desserrer la cravate ou bien enlever-la carrément. Surtout, il y a des gens qui serrent tellement la cravate qu'ils ont le cou raide. C'est bien de jouer à l'européen sous le soleil à 40 degrés, mais nous pouvons encore nous exposer à des risques. La voiture n'est pas climatisée, le bureau n'est pas climatisé, mais on serre la cravate jusqu'à... Bon, c'est bien.
mais qu'on sache quand même à quoi on s'expose. Et risques. rapidement, encore une fois, la marche que vous nous recommandez, une pratique à haut impact sur la santé. Et vous écrivez également que l'activité physique, dont la marche et petite course, là, ça peut contribuer à diminuer le cancer du sein. C'est aujourd'hui que finit le octobre rose. Oui. Donc, Merci. Et puis, à l'endroit des femmes, peut-être que ça les intéresserait, quand le stress empêche de tomber enceinte. oui, vous savez, il y a des femmes qui subissent toutes les analyses possibles pour leur grossesse. Et le médecin dit qu'elles vont bien, le mari aussi va bien, mais elles ont de la peine à avoir leur grossesse. Pourquoi cela? Cela peut être dû au stress. Vous savez, le stress envahit l'organisme et peut couper le fonctionnement des hormones. Donc, cela peut être une cause chez la femme de ne pas avoir sa grossesse. Et souvent, le stress vient de quoi? Ça peut venir du travail, ça peut venir du fait que on se dit qu'on a un âge avancé, on ne peut plus faire des enfants, ou bien on est pressé par la belle famille, bien le mari. Donc, il y a plusieurs sources de stress qui peuvent faire que la femme, étant normale, ne va pas faire la grossesse. Donc, c'est un appel qu'on lance aux femmes, celles qui ont fait des analyses, et on a dit qu'elles sont normales. Le mari est normal, donc vous voyez le mari est normal, mais le mari peut être également la source d'un certain nombre de stress qui pèse sur la femme. Nous sommes entre hommes ici, on peut se parler. Pourquoi pas. Donc, elle doit voir, ou bien le couple doit voir au niveau stress, se déstresser, et puis on a donné de bons conseils dans l'article. Non, nous parlons des hommes qui stressent beaucoup leurs épouses. Gadiel, parlons entre nous. Oui, je ne refuse pas, cela peut arriver, mais bon... de toutes les façons, que ce soit l'homme, le travail ou bien chez la femme elle-même par rapport à cette présence d'avoir la grossesse, c'est le stress et il faut se déstresser. Et c'est pas de toutes les façons, oui, vraiment? Ça peut arriver en couple, ça peut arriver que l'homme soit à des moments donnés source de stress, pour sa femme. Mais la femme aussi stresse l'homme. Justement, non, ça arrive. Et la plupart du temps, à 95%, c'est la femme qui stresse l'homme. Maintenant, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour éviter. Si ça arrive, comment faire pour résoudre le problème. Ça, tu ne peux pas me dire que là où tu es, tu ne stresses pas ta femme. Selon les informations, tu en as fait. Donc, voilà ce que... oui, de source sûre. Voilà ce que moi je peux dire. L'essentiel, c'est de savoir... Justement, l'essentiel, c'est de savoir ce qu'il faut faire quand ça arrive. Merci. Bon, l'homme qui stresse la femme, mais l'homme qui lui aussi est stressé. Déjà, nous sommes à la fin du mois. Et nous, les hommes, on est déjà très stressés. Le loyer, le déplacement, tout. Et bientôt, c'est la fin de l'année. Comment préparer la fête pour les enfants? Et même la femme que nous avons sur le dos, également, ce sont également des sources de stress. Il y a les tranches scolaires qu'on n'a pas encore fait. Les tranches scolaires pour les enfants. En attendant que, on dit, il ne faut pas qu'on envoie les élèves, l'enfant, parce que on n'a pas payé. Il y a des tranches qu'il faut payer avant la fin du premier trimestre. Et à part ça aussi, vos déplacements, la santé des enfants. En plus, maintenant arrive les fêtes de fin d'année où il faut aussi chercher à enjailler aussi les enfants. Tout ceci là, ça stresse beaucoup. Et la femme et le mari. Et surtout le mari. Oui. Parce que j'en veux pour preuve des postings qui circulent sur Facebook que pourquoi en Afrique les hommes meurent beaucoup plus vite que les femmes. Il doit prendre en charge sa belle famille, sa famille, ses frères, ses soeurs. On va ajouter également que les hommes boivent beaucoup plus que les femmes, que les hommes sont les plus imprudents dans la circulation, que les hommes se causent. Non, il y a des femmes rassurées. Maintenant, il y a les femmes qui sont plus imprudentes. Je dis, il y a des femmes L'exemple de celle-là qui a un téléphone. L'exemple de celle-là qui a un téléphone. Vous avez la parole parce qu'il n'y a pas une femme ici pour vous répondre. Eh bien, repartons en Allemagne sur les traces du numéro 1 togolais, Faure Gnassingbé, qui se trouve en Allemagne à ce sommet du G20 qui porte sur les investissements. Si vous avez suivi la TVT hier, donc vous avez vu certaines séquences que la télévision nationale nous montre sur la présence, la participation bien active de Faure Gnassingbé à ce sommet. Le libéral, dont je rappelle que le confrère Fabrice Patom-Pekezi se trouve sur les lieux
et il nous a fait même un direct hier. Eh bien, le libéral consacre à ce sommet pas moins de 2 pages, avec à la manchette Faure Gnassingbé à Berlin, épisode 2, des audiences, une participation très remarquée au Business Forum G20 Investment Summit, avec les photos et autres textes à l'appui. Le confrère Togo Matin, lui aussi, nous parle de ce sommet G20 Impact with Africa, Faure Gnassingbé, qui invite les investisseurs à oser investir en Afrique, à commencer par le Togo. Mais avant même l'ouverture de ce sommet, cette information qui continue à susciter beaucoup de commentaires en Allemagne, à savoir la chancelière Angela Merkel, l'organisatrice donc du G20 Compact Summit, qui a surpris l'opinion en annonçant qu'elle ne va plus se représenter à la tête de son parti, la CDU, au congrès prochain en décembre, et que à l'expiration de son mandat qui court jusqu'en 2021, Angela Merkel qui se retire de la politique. Ce que Dunia Le Monde nous rappelle à la page 6, Angela Merkel organise la fin de sa carrière politique. Et Liberté, s'inspirant de tout ça, écrit « Alternance au pouvoir. Et si Angela Merkel inspirait Faure Gnassingbé ?» Et bien sûr, la présence de Faure Gnassingbé à ce sommet, avec la sortie médiatique de Angela Merkel, vous avez chacun 90 secondes, 1 minute et demie pour vous prononcer. Commençons par Sylvestre Béni. Non, moi je crois que le déplacement de Faure Gnassingbé en Allemagne, moi je considère cela comme un épiphénomène, d'autant plus que Faure Gnassingbé est souvent entre 2 avions, mais l'impact direct positif au niveau donc de la population, on le sait jamais. Donc la dernière fois il était en Chine, il était dans d'autres pays, on a parlé d'économie, mais l'impact ici, on ne voit même pas l'impact. Pourquoi je dis que moi je considère cela comme un épiphénomène. C'est un phénomène banal et puis bon, chaque période, Faure Gnassingbé voyage, il parle économie, mais finalement il n'y a rien. Maintenant, de l'autre côté, je crois que la position de Angela Merkel a quand même crucifié les nôtres ici, parce que les gens ont tendance à citer Angela Merkel comme étant celle qui est aussi dans la logique donc de pouvoir à vie. Maintenant, je me demande qu'est-ce que les gens peuvent encore avoir ici comme argument solide pour dire au président togolais de passer également la main. Voilà des gens qui ont tellement fait pour leur pays, qui ont rehaussé l'économie nationale, qui ont pacifié le pays au niveau de la politique, où tout marche comme sur des roulettes. Et de l'autre côté, c'est pratiquement la nuit, il n'y a rien. Et il faudrait véritablement que Faure Gnassingbé puisse s'inspirer. Merci. Bourema Chabouré. Non, moi je crois que Faure Gnassingbé, après tout, c'est un chef de l'État et il faut le noter. D'abord, c'est sur ce plan que moi je vais faire mon analyse. Et un chef d'État d'un pays, c'est normal qu'il puisse faire en sorte que son pays vive mieux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été élu. Et le Togo ne peut pas vivre aussi en autarcie. Il faudrait quand même sortir et faire en sorte qu'on puisse courtiser les investisseurs pour que les investisseurs puissent venir investir dans nos pays. Mais le confrère a dit quelque chose sur laquelle je partage parfaitement, parce qu'il faudrait que lorsqu'il y ait de ces sorties, qu'il y ait quand même un impact, que cela impacte sur la vie des populations. C'est vrai, les gens me diront qu'il faut quand même attendre un certain nombre de temps pour que cela puisse impacter sur la vie des populations. Mais vous savez, nous revenons de loin. La crise sociopolitique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et que quand c'est comme ça, les populations ont hâte de voir les résultats de ce que les dirigeants sont en train de faire. Moi, je pense qu'un effort doit être fait dans ce sens et que le gouvernement, lorsqu'il est là, il a la responsabilité de faire en sorte que les populations puissent vivre mieux. Par rapport à Angela Merkel, je crois que Angela Merkel a tiré les leçons de l'échec de l'élection qui a eu lieu en Allemagne. Et il a vu que les populations n'ont pas voulu de cette coalition qui dirige actuellement l'Allemagne. Donc, ce sont des leçons que Angela Merkel a eu à tirer et qu'on s'en tient qu'à cela.
Voilà ce que moi je peux dire par rapport à la déclaration d'Angela Merkel qui dit qu'elle ne se représentera plus. Et non seulement ça, elle ne va pas se présenter également à la tête de son parti. Donc elle a tiré la conséquence de son échec. Merci. Donc il y a échec, elle a tiré la conséquence. Joël? D'accord, je crois que c'est Joachim. Ok, non, Joël Kossi-Vignon-Ega. Oui. Sur la présence de Faure Gnassingbé en Allemagne, le sommet et tout ce qui se passe autour. Oui, je pense que je vais aborder par le dernier volet le départ de Angela Merkel, enfin son choix de se retirer de la scène politique. Vous allez voir qu'en Afrique comme en Europe, on est dans une nouvelle dynamique, la dynamique des temps, où en Europe c'est le populisme qui monte, c'est l'extrême droite qui monte. Vous avez vu même les dernières élections au Brésil et même aux États-Unis, l'arrivée de Trump même c'est le visage de l'extrême droite républicain qui est arrivé au pouvoir. Angela Merkel a compris que le discours de leur camp, le discours des pro-européens, etc., et ce discours ne peut plus aujourd'hui progresser. Même en Italie, en Espagne, ça ne progresse pas. Donc, il faut savoir se retirer à temps. Et elle sait que même si elle est là, elle remplit encore pour un prochain mandat. Et c'est pas aujourd'hui que la raison que eux ils défendent va conquérir l'électorat. Et donc, c'est la fin d'une époque. Je crois que c'est la transversale qu'il faut faire en Afrique, surtout dans notre espace ici, où quand tu vois la photo des chefs d'État qui ont entouré le président allemand, il y a que un seul chef d'État qui ne parle pas le même langage que les autres. Paradoxalement, lors de la rencontre avec les opérateurs économiques, les Allemands sont revenus sur ça. C'est vrai, on va investir. Quand Faure Gnassingbé a dit investissez beaucoup en Afrique. On va investir, mais on tient à ce que la démocratie et la bonne gouvernance soient des marques partagées par tous dans l'espace pour que nous puissions facilement faire nos affaires. Et maintenant, le paradoxe, c'est que c'est Faure Gnassingbé qui adressait indirectement aux Européens hier, quand il était à la FOCAC en Chine, que les Chinois, la Chine, voilà un partenaire qui t'aide et qui n'est pas pointilleux sur des détails. Il ne regarde pas ailleurs. Mais le paradoxe, c'est que le PND qu'on a vendu aux Chinois l'a amené aujourd'hui encore devant les Européens. Comme on le dit, quand tu veux collaborer avec les Européens, c'est comme tu manges avec le diable. Il faut utiliser de longues fourchettes. L'Européen n'oublie pas. Et tout sur le document, tout ce que nous avons tracé dans le PND, la coopération allemande étant déjà au Togo, il y a déjà des volets qui sont en exécution. En fait, en somme, quand tu vois le PND, c'est un peu du réchauffé qu'on a exponentialisé pour aller maintenant vendre. Maintenant, moi je voudrais chuter sur une comparaison. Angela Merkel est arrivée au pouvoir la même année que Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, en 2005. Elle est arrivée en 2005, Faure aussi est arrivé en 2005. Mais Faure était arrivé au pouvoir quelques mois avant. Oui, bon, de tout le fait. Moi, je prends l'année, mon frère. Je prends l'année. Elle est arrivée. Ils cumulent tous 13 ans de gouvernance. Après 13 ans, c'est l'usure. Tu ne peux plus rien offrir de nouveau. Angela Merkel a compris. Elle se retire. On espère que d'ici 2020, le même message sortira même pas d'ici 2020, mais d'ici l'année prochaine, d'ici 2019, on va baliser la voie, ce que on essaie autre chose, quitte au Togolais de regretter après et de ramener ce Angela Merkel a dit que elle se retire de la politique à la fin de son mandat qui court en 2021, mais déjà elle libère la tête de son parti, la CDU, au prochain qui se tient prochainement en décembre. Joachim Loko. Non, mais concernant la visite du chef de l'État en Allemagne, je pense quand même que le Togo est un pays en développement. Le Togo a besoin quand même des investisseurs pour pouvoir soutenir le PNDS, notre programme. Le PND plutôt, excusez-moi, notre programme national de développement. Et donc, surtout que c'est l'initiative de cette visite vient de l'Allemagne qui veut quand même que le Togo vende quand même son projet aux investisseurs allemands. Donc, c'est une opportunité que le chef de l'État a pour aller vendre l'image du pays, négocier avec les investisseurs ou bien essayer de rapprocher les hommes d'affaires togolais avec les hommes d'affaires allemands. Maintenant, concernant le départ de Angela Merkel du pouvoir, vous savez, la nature aime le changement.
Angela Merkel, la coalition qui dirige l'Allemagne n'a pas recueilli l'avis favorable de la Bundesrat, donc c'est de bonne guerre quand même que la dame qui a déjà elle est à son 4e mandat, qu'elle laisse le pouvoir pour que quelqu'un d'autre vienne quand même pour continuer ce qu'elle a eu déjà à faire. Donc Angela Merkel n'a plus le choix. Les Allemands sont en quelque sorte fatigués de sa politique, surtout que l'extrême droite en Allemagne est en train de faire une ascension fulgurante, et donc vous savez que Angela Merkel, elle est la nounou ou bien la maman des émigrés, et donc les Allemands ont voulu sanctionner la dame parce que elle a ouvert les portes de l'Allemagne aux immigrés. Et on finit avec vous, Abbas Issaka. Je dis que par rapport à fort en Allemagne, je pense que le Togo est bien loti, puisque parmi 54 États africains, il y a 11, et parmi lesquels il y a le Togo qui figure. Je pense que ça dépend de la politique des réformes économiques que le Togo a engagées avec le PND, les projets CISO et autres. Et c'est avec ça que le chef de l'État allait faire la cour aux investisseurs. Je pense que les investisseurs vont écouter le message du chef de l'État, mais en attendant, il faudrait sécuriser aussi le climat des affaires au Togo. Si le climat des affaires n'est pas sécurisé, les investisseurs, on peut les appeler, on peut les inviter, mais ils auront un peu la réticence à arriver parce qu'il n'y a pas la sécurité au niveau du climat des affaires. Donc je pense qu'en le faisant, le chef de l'État qui a engagé aussi des réformes économiques dans notre pays, on fera de telle sorte que le climat des affaires soit aussi sécurisé, afin que tous ceux-là qu'on appelle à venir investir au Togo puissent venir librement le faire. Quant à Angela Merkel, je ne pense pas que ce soit la décision de quitter le pouvoir vient d'elle. Ça vient de l'électorat allemand. C'est les Allemands qui ont décidé de dire, bon, ça, votre règne, ça suffit. Après 18 ans de règne, bien 20 elle est à sa 13e année, et si elle va au bout du mandat en cours, elle aura totalisé 16 ans de règne, tout comme Helmut Kohl. Donc, les Allemands disent, bon, ça suffit. Si les Allemands sont partis avec gagné les élections là, qui sont déroulées, c'est qu'elle pouvait dire qu'elle continue parce qu'elle a la confiance des Allemands. Mais du moment où elle a été, elle prend ses décisions à partir de ces élections qui l'ont vu un peu descendre, ça fait que ça n'arrange pas ses affaires. C'est pour cela que ceux qui font le lien par rapport au Togo, j'ai dit par rapport au Togo aussi, c'est pas la peine que les gens aussi disent qu'on va boycotter les élections. Si vous boycottez les élections... Non, on parle de Merkel et de... On va arriver justement à ce schéma. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez vu, je vous ai laissé donner vos commentaires sur la présence de Faure Gnassingbé et le lien qu'on peut faire ou qu'on ne doit pas faire avec la sortie de Merkel. Juste pour préciser que le parti de Merkel a quand même remporté les élections législatives en octobre 2017, mais avec une majorité réduite. C'est ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de mal à composer son gouvernement actuel avec la grande coalition. Mais les élections régionales qui se déroulent maintenant dans les États de Bavière et de Hesse et autres, c'est là que toute la coalition au pouvoir a des problèmes avec les résultats. Revenons chez nous ici. Ça fait exactement 3 mois. C'était le 31 juillet dernier que le Togo a accueilli un sommet de la CEDEAO. Et à la fin, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont signifié une feuille de route censée aider notre pays à sortir pacifiquement de la crise que nous connaissons. Et il y a 2 angles essentiels. La feuille de route indique que le Togo doit opérer des réformes constitutionnelles et puis, in fine, des élections législatives le 20 décembre. Et ces élections devront être organisées par une CENI, une commission électorale nationale indépendante, complète et inclusive. Même s'ils n'ont pas le mandat, nous allons esquisser le bilan de ces 3 mois de la feuille de route, mais une petite revue de presse avec vos journaux. Dunia Le Monde qui écrit: incendie à Sokoré du siège de UNI et vandalisme du siège du PNP.
des individus mal intentionnés en train de parvenir à leur fin. Autre journal, c'est le Triangle des enjeux qui écrit « Climat de violence et de terreur, Sokode, Paratao ou un champ de guerre ». Et plus loin, le même Triangle des enjeux qui écrit « Barbarie, sauvagerie, criminalité, la cabale secrète du pouvoir, la tragédie du peuple ». La manchette, un peu sur le même ton alarmiste, « Forcing, terreur et erreur, régime bleu, peur bleue, le déclin à l'horizon ». Autre journal, c'est Liberté, qui écrit lui à la page 4, « Front citoyen Togo debout appelle les Togolais à la mobilisation pour la marche de samedi ». Autre journal encore, c'est le Dialogue qui nous revient sur cette interview que le Premier ministre, commissaire Lom Klassou, a accordé à Jeune Afrique, interview dans laquelle le Premier ministre dit, citation, « Nous souhaitons créer les conditions pour des élections transparentes, équitables et démocratiques. » À cela, pour sa part, le libéral écrit dans son éditorial du jour, « Prochaine élection législative, entre participation et boycott, le dilemme de la coalition des 14. » Et nous terminons avec le Dialogue qui revient sur une autre interview, celle de Jean-Pierre Fabre, accordée à Jeune Afrique, et interview dans laquelle Jean-Pierre Fabre dit plutôt que les législatives, c'est en juin 2019, alors que la CENI travaille pour des élections législatives le 20 décembre sur indication de la CEDEAO. Mais quand je reviens au titre Sylvestre Béni, il y a certains journaux qui sont vraiment alarmistes, comme La Manchette et le Triangle des enjeux. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop alarmiste sur la situation que nous connaissons au Togo actuellement? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est la réalité. Nous sommes des Togolais et chaque jour qui passe, nous voyons comment les choses se passent ici au pays. La dernière fois, je disais justement que nous sommes dans une déconfiture. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup plus de raisons de le croire. Figurez-vous, je le disais la dernière fois, un Togolais qui est dans sa maison à minuit et qui a reçu la visite de 10 autres Togolais qui l'ont battu avec des fers de construction, des planches, qui l'ont laissé dans une mare de sang pour mort. Figurez-vous, sur le même pays, il y a quand même une ville qui est devenue un espace de non-droit pour l'opposition. Je vais parler de Kara, où depuis le CST, le parti des Togolais, Togo Debout, et tous les partis qui se réclament de l'opposition, maintenant n'ont plus assez, c'est la tendance, n'ont plus assez, donc dans ces parties du pays. Figurez-vous que nous sommes là dans un pays où un parti légalement constitué comme le PMP, des gens qui la nuit viennent de leur propre chef pour repeindre, effacer carrément le rouge là pour repeindre leur coureur de blé. Et là, quelques jours après, c'est le parti adverse, si on peut le dire, qui a vu son siège totalement parti en fumée. Il y a aujourd'hui tellement de signaux, tellement de signes qui doivent quand même nous faire peur. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire, il faudrait qu'à un moment, si ça se passe comme ça, le premier des Togolais, le chef de l'État togolais, doit quand même devancer les choses, prendre son courage à deux mains et essayer donc de tout temporiser. Mais là, ce que nous voyons, c'est que le pays va maintenant à volo. Le pays va à volo et on ne sait. Figurez-vous ce qui s'est passé la dernière fois. Regardez comment est-ce que Sokode est devenu aujourd'hui une ville où, à partir de 18h, tout le monde doit être chez lui. Au-delà, les noctambules sont passés à tabac. Hier, moi, j'ai appelé quelques amis le lundi. On m'a dit qu'il y a des blindés qui circulent dans la ville. Est-ce qu'il y a une agression extérieure dans cette ville pour qu'on ait des militaires, des blindés qui circulent dans la ville? Est-ce qu'il y a une agression extérieure pour qu'on ait des militaires lourdement armés dans une ville? Tout cela doit quand même nous interpeller, nous Togolais. Moi, je le dis. Je préfère le dire aujourd'hui pour qu'on nous tasse peut-être d'alarmistes, de ceux qui ont peut-être peur. Je préfère avoir cette peur-là aujourd'hui pour qu'on puisse corriger les choses que d'être là demain à peut-être pleurnicher sur les conséquences donc de ces causes-là. Donc, je le dis encore une fois, il faudrait que nos dirigeants, ceux qui nous gouvernent, il faudrait qu'ils commencent à mieux voir la situation. Ailleurs, ça a commencé comme ça. Tu brûles, je brûle, tu brûles, je brûle. Et finalement, c'est tout le pays qui est brûlé. Merci. Il y a quand même des réactions qui trouvent que
certains organes des médias dramatisent un peu trop la situation qui prévaut à Sokoré. Mais Bourema Tchaboré, ce qui est évident, ces incidents survenus au siège du PNP et à UNI, et les informations nous font croire que les deux sièges sont des voisins dans le même quartier à Sokoré. La suite, on la connaît. Et tout cela se passe pendant que nous sommes en plein processus électoral. Le recensement vient de finir. La CENI travaille maintenant à la clarification du fichier électoral avec les listes qui seront affichées bientôt. Et bientôt, la campagne sera ouverte. Alors, le climat dans lequel tout cela se passe, pendant que le Premier ministre dit que le gouvernement travaille pour des élections le plus transparentes possible, il y a Jean-Pierre Fabre, qui est quand même un acteur de poids, qui dit que des élections vraiment transparentes ne sauraient avoir lieu avant le mois de juin. Finalement, le citoyen lambda a du mal à se retrouver dans tout ça. C'est tout à fait normal. Et puis, il faut que vous compreniez que ce sont les politiques qui sont en train de parler. Nous faisons des analyses. Ce qui est sûr, on s'en tient à ce que l'institution qui a eu à rassembler les acteurs politiques au Togo ici, il y a de cela 3 mois, a eu à dire, c'est le 20 décembre. En tout cas, s'il y a un changement, on avisera. Du moins pour le moment, la CENI est là en train de travailler dans ce sens. Vous avez vu une lettre qui circule depuis hier par rapport au recrutement des experts qui doivent auditer le fichier qui a été fait. Et c'est la CEDEAO. On va recruter d'autres experts? Oui, ça a été déjà fait. Les experts qui doivent auditer. Les experts de la CEDEAO. De la CEDEAO. Qui sont déjà. Ils sont déjà là. Ils ont été présentés hier à la CENI hier. Et c'est la CEDEAO qui a eu à envoyer cette lettre. Je crois que si les gens ne sont pas informés, je crois qu'il y a ça, la lettre circule depuis hier. Maintenant, ça veut dire que nous sommes dans une logique d'aller aux élections le 20 décembre. Comme je l'ai dit, s'il y a une modification, peut-être dans les jours à venir, on le saura. Mais dans ces situations où ce climat intervient au niveau de Sokodé, je crois que ça fait peur. Ça fait peur. Mais quand les gens disent que les médias présentent ça de façon... On dramatise un peu trop mais les images que nous avons vues, c'est vrai que moi particulièrement, je n'y étais pas, mais nous avons eu les échos et les images que nous avons vues n'augurent pas des lendemains meilleurs. Il faut qu'on le dise. C'est pas bien. Nous sommes dans une situation, et n'oubliez pas que nous sommes dans une situation aussi tendue avec les acteurs politiques ou qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Et si ça arrive dans ce moment, je crois que ce n'est pas bien. Maintenant, les autorités ont la lourde responsabilité de prendre des dispositions. Ce qui se passe à Sokodé, certainement que les autorités en charge de la sécurité sont informées et c'est pour cela qu'ils prennent des dispositions. Tout ce que nous demandons, je crois que il faudrait que ce qui a été pris comme disposition soit proportionnel aux informations que les gens ont pour que chacun puisse être rassuré, soit on est en train d'assurer la sécurité de Sokodé, ça, qu'on le sache, mais que les gens ne puissent pas exagérer. C'est tout ce qu'on demande. Mais, encore une fois, nous n'avons pas la maîtrise de la sécurité de ce qui se passe. Certainement, les autorités en charge de la sécurité sont informées et ils ont un certain nombre d'informations. Mais, par rapport à ce qui s'est passé avec des sièges qui ont été doublés, je crois que nous devons nous ressaisir. Ce n'est pas bien. Le confrère l'a dit tantôt. On sait quand et comment ça commence, on sait quand et comment ça finit. Merci. Alors, ce que vous disiez tantôt, c'est cette correspondance que monsieur Dr Garba Lompo, représentant permanent de la CEDEAO au Togo, vient d'écrire donc au président de la CENI, professeur Kojouna Kadanga. La lettre porte sur le recrutement par la CEDEAO de spécialistes pour auditer le nouveau fichier électoral de la République togolaise. Alors, Joël, les confrères ont parlé de c'est la CEDEAO qui nous a signifié la feuille de route. Bon, le pouvoir et l'opposition n'arrivent pas à s'accorder sur la compréhension, l'exécution, mais la CEDEAO, vers laquelle on se tourne, on ne la voit pas très souvent. Et la dernière fois, le samedi dernier, l'un des facilitateurs, le professeur Alpha Condé, avait invité les acteurs politiques auprès de l'UA Conakry. La rencontre n'a pas eu lieu pour des raisons qu'on connaît, mais les Togolais n'arrivent pas à s'accorder. Et la CEDEAO ne s'active pas comme il faut auprès de nous pour la résolution. Est-ce que vous partagez cette analyse?
si la CEDEAO ne s'active pas pour la Ça fait résolution... pas beaucoup. La Oui, CEDEAO elle fait, mais... Elle ne s'attire pas beaucoup pour la résolution. Nous avons très tôt annoncé que le 20 décembre s'écrit aujourd'hui en pointillé. Vous, votre journal Fraternité. Oui. Mhm. Nous l'avons dit. Et on croise les bras, on attend de voir si le temps nous donnera raison ou pas. Alors, je suis resté perplexe quand vous avez trouvé qu'on exagère un peu trop sur les faits qui se... J'ai relevé juste les apports de nos Oui, amis c'est auditeurs. vous qui Et nous avez- le faisons c'est- souvent. Non, Nous mais- le faisons souvent, Joël. Non, ça, moi, dans mon esprit, c'est vous qui l'appréciez comme tel. Parce que, supposons dans ton quartier à Sagbado, quand ils sont 17 heures, tu te sens dans un autre monde. C'est-à-dire que tu ne sais si demain tu vas te réveiller. Voilà, juste pour une question d'alternance. Juste parce que tu n'es pas de même avis que l'autre. Peut-être tu as toujours voté UNIR, tu as choisi de voter aujourd'hui un autre parti. Donc quand ils sont 17 heures, c'est de l'agonie, c'est une purgatoire que tu vis jusqu'au lendemain. Hein? Mais moi, je trouve que c'est suffisamment grave parce que quand nous prenons le cas de Paratao, il a suffi qu'on aille abattre un bœuf, etc., pour que les facilitateurs envoient une délégation pour aller vérifier sur le terrain. Et moi, je sais que ce qui vient de se passer, et ce que j'applaudis même, c'est que même, vous savez que nous sommes de différentes obédiences, que ce soit, on dit certains sont proches des confrères, on est proche de l'opposition, on est proche du pouvoir, mais aujourd'hui, on est d'accord que le climat qui est là, n'arrange personne. Et donc, il revient au va en guerre de savoir que non, il parle un langage qui ne répond plus à l'actualité. Maintenant, quand vous parlez de l'implication de la CEDEAO, ces auditeurs qu'on a envoyés, quand vous lisez la lettre, on lit en filigrane. Et quand vous allez vous approcher même de la CENI, ce n'est pas la quiétude. On sait très bien que ce qu'on a organisé comme recensement, ce n'est pas un recensement. Puisque moi, je faisais faisais la remarque à un acteur qui a eu à contrôler le recensement que les agents qu'ils ont recrutés ont eux-mêmes aidé la population à décrédibiliser le recensement. Les agents qu'ils ont recrutés. Cela dit, il faut avoir le courage de s'asseoir, de dire, ok, bon là, on est carrément sorti du bon chemin, revenons, rasseyons-nous, et pour corriger ce qu'il le faut. Au lieu d'attendre que la CEDEAO, parce que moi je crois que si on ne sait pas faire, c'est le 22 décembre que le Togo sera encore humilié. Le 22 décembre, lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, du prochain sommet à Abuja, que c'est le 22 décembre, ils vont vous laisser. C'est-à-dire qu'on va patiner, tâtonner là. Après, il y a un communiqué qui va sortir, il dit non, suspendez tout d'abord. Et le 22 décembre, vous serez une nouvelle feuille. Merci Abbas Issaka. Je rappelle que les 2 points principaux de la feuille de route, c'est les réformes constitutionnelles et les élections législatives fixées au 20 décembre. Alors, il y a quelques jours, nous avions l'honneur d'avoir dans ce studio le ministre Gilbert Bawara, le point focal du gouvernement de la majorité dans ce processus, qui nous rassurait que les réformes constitutionnelles se feront avant même les élections législatives le 20 décembre. C'est l'assurance que donne le ministre Bawara. Mais est-ce que cette assurance du ministre peut vraiment convaincre l'ensemble des Togolais dans le contexte encore actuel dont nous parlons? Ouais, il faut qu'on traduise les propos du ministre en réalité. Parce que la dernière fois, à la conférence de presse du gouvernement, il avait même réitéré les mêmes déclarations, les mêmes propos pour dire que tout est fin prêt. Il reste maintenant au gouvernement d'adopter ce projet et de l'envoyer à l'Assemblée nationale. Portant réforme constitutionnelle et institutionnelle. Parce qu'on a parlé aussi de la réforme de la Cour constitutionnelle. Donc, ce qui veut dire que au prochain Conseil des ministres, on peut adopter ce projet de loi et l'envoyer effectivement à l'Assemblée nationale pour son adoption. Donc, si on veut aller plus vite au niveau des réformes, parce que moi, j'aurais appris que hier même, il y a la CENI et les membres du comité de suivi, ou bien avec les experts, ont eu une réunion hier qu'ils ont tenu au siège de la CENI. Et ils tiennent que les élections là aient lieu le 20 décembre prochain, parce que par rapport à ce qui se passe actuellement, on ne peut pas laisser le Togo d'aller d'intérim en intérim.
Et c'est ce qu'ils ont expliqué hier C'est là-bas. pas intérim, mais il y a un article de la Constitution qui prolonge de fait le mandat des pouvoirs. Et ça fait que nous allons allons nous acheminer vers ce qui s'est passé en RDC, où on a toujours prolongé le mandat du chef de l'État Kabila jusqu'à ce que nous verrons. Et ça s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Donc je ne sais pas si c'est ça que les gens de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO veulent éviter. Mais pour le moment, c'est qu'il faut que nous-mêmes, on prenne la situation en main et que, au moins, d'ici là, puisqu'on parle aussi des locales, du référendum, si ça a échoué au niveau des choses, au niveau de l'Assemblée nationale, on parle des locales le 16, il faudrait faire de telle sorte que d'ici là, on puisse avoir ces réformes-là. Par rapport à ce qui se passe à Skodi actuellement, je pense qu'il faut faire beaucoup attention, puisque la situation devient un peu dangereuse et inquiétante. Moi, je suis en train de penser à comment les gens, lorsqu'on va ouvrir le temps des campagnes électorales, comment les gens vont aller là-bas faire des campagnes. Est-ce que cette ville ou cette région-là sera sécurisée pour tous les candidats qui vont aller en campagne, du moment où on a commencé par attaquer et incendier aussi des sièges des partis politiques? Est-ce qu'il y aura la tolérance pour permettre aux uns et aux autres de mener tranquillement sa campagne-là? J'interpelle le ministère de la Sécurité ainsi que celui de la Sécurité territoriale pour qu'on puisse mettre tout en œuvre et ramener la sécurité au niveau de Tchaoudou. 93.5 Canal FM. Revenons ici au studio avec les mêmes confrères sur le même sujet. Joachim Loko, encore une fois, le 20 décembre a été décidé par les chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. La CENI travaille dans ce sens et le gouvernement, à chaque fois que les ministres ont l'occasion, réitère que les élections se feront le 20 décembre et qu'avant même, les réformes constitutionnelles également se feront. Mais vous avez écouté cette interview que Jean-Pierre Fabre a accordée à Jeune Afrique et dont le confrère Le Dialogue nous rappelle encore un extrait. Fabre qui dit que les élections, c'est en juin 2019. Alors que pour la CEDEAO, c'est le 20 décembre. Le même Jean-Pierre Fabre et ses camarades de la coalition qui ne se sont même pas fait inscrire pour le recensement. Bon, finalement, ça pose un problème. Est-ce que la coalition des 14 s'inscrit dans la dynamique des élections ou bien si elle pense plutôt prolonger le boycott des recensements avec le boycott des élections, pendant que un autre parti, l'UFC, a sorti hier pour dire que ce parti ne boycotte pas ces élections. Finalement, la même question, le Togolais lambda qui suit toutes ces informations-là, il doit se demander, mais on est où là? Le Togo a du pain sur la planche. Je pense que le pays a du pain sur la planche. Que entre la C14 et le pouvoir, c'est le jour et la nuit. Puisque, parce que moi je pense quand même qu'avec cette interview de Jean-Pierre Fabre, et surtout que la C14, mais tous les membres de la C14 n'ont pas participé au recensement, je pense quand même l'opposition est dans la logique du boycott, alors que le gouvernement veut coûte que coûte organiser cette élection le 20 décembre. Dans ce cas de figure, ça n'augure rien de bon pour le pays, puisque même notre démocratie ne sortira pas grandie si l'opposition, qui est en quelque sorte, ou bien la deuxième force du pays, la C14 actuellement, qui regroupe les principaux tenants de l'opposition, ne participe pas à cette élection. Bon, je pense quand même que ça va décrédibiliser l'élection. Et donc, et le pouvoir et l'opposition ont l'obligation de s'attendre pour pouvoir aller à une élection crédible. Et avec cette tension-là, il y a le siège de UNI qui a été vandalisé, le siège du PNB qui a été repeint. Ça n'augure rien de bon pour le pays. Et donc, c'est pour cela que nous avons fait cet article à notre manchette. Les individus mal intentionnés en train de parvenir à leur fin. Alors justement, quelle est la fin que vise ce que vous qualifiez d'individus mal intentionnés? Non, mais c'est d'opposer les Togolais. L'intention est tellement claire.
Et donc, le ministre en charge de la sécurité, ou bien les autorités en charge de la sécurité, doivent tout faire pour mettre la main sur ces individus-là. Parce que au Togo, ici, on a tendance à ouvrir des enquêtes qu'on ne ferme jamais. Et ça, là, on se pose la question, est-ce que on veut réellement à ce qu'il y ait l'apaisement? Parce que cette crise-là profite à certains. Ça, la crise ne me profite pas, nous sommes des privés, la crise ne te profite pas. Ça dit, on tire le diable par la queue pour pouvoir avoir les insertions dans nos journaux, mais il y a certains, la crise profite à certaines personnes. C'est-à-dire que ce soit du pouvoir ou bien de l'opposition, eux, ils s'en tirent plein les poches. Et donc, nous tirons le diable par la queue. Il y a la population qui peine à s'offrir 2 repas par jour. Merci. 2 repas par jour. Et donc, il y a quelqu'un qui vient de réagir qui, lui, ne voit même pas le diable pour le tirer par la queue. Alors, Bourama Chaboré, autre élément, et pas des moindres. Si on s'en tient encore à la détermination et du gouvernement et de la CENI, de respecter l'engagement de la CEDEAO et d'organiser les élections le 20 décembre. Mais on va dire, alors, quelle CENI finalement va organiser ces élections? Parce que avec les démissions auxquelles on a assisté la dernière fois, finalement la CENI se retrouve réduite aujourd'hui à 9 sur 18. Oui, moi je pense que... Oui, les 9 sont là. Les autres, tout le monde fonctionne. Les démissionnaires sont encore là. Ils travaillent. Oui, ceux qui ont démissionné, oui, à savoir le représentant de NET de service. Ils n'ont pas fait passation de service. Donc ils continuent, ils ont dit, ils attendent que les autres arrivent avant de quitter. Donc, voilà cette CENI incomplète et que les autres qualifient de déséquilibrée. En tout cas, la CENI pas du tout inclusive. C'est cette CENI-là qui nous conduit aux élections le 20 décembre. Non, jusqu'à preuve de contraire, la CENI, elle est incomplète jusqu'à ce que les autres membres de l'opposition puissent arriver pour compléter la CENI. Mais n'oubliez pas également que les tests disent que la CENI, lorsque le quorum est atteint, elle peut également fonctionner aussi. Maintenant, là où je voudrais en venir, moi je pense que par rapport à la situation qui est créée, tout le monde le sait, c'est pas qu'on tourne autour du pot, c'est avec la situation de l'UFC qui devrait démissionner, permettre la désignation d'un membre de l'opposition pour compléter les 8 autres. Et la même UFC qui a réitéré hier qu'elle est à la CENI. Elle est à la CENI. Maintenant, et elle a dit également quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Si l'ordre venait de la CEDEAO, elle était prête à se retirer. Jusqu'alors, une fois, l'arbitrage de la CEDEAO que nous appelons, mais qu'on ne voit toujours pas encore. Maintenant, ce que moi je vois que dans les jours à venir, parce que il faut être très stratège. L'UFC, en faisant cette déclaration, veut peut-être dévancer les événements. En tout cas, je ne le dis pas, puisque je ne maîtrise pas les choses, mais toujours est-il que l'UFC a écrit à la CEDEAO, la C14 a également écrit à la CEDEAO. Oui, à ce niveau-là, à ce niveau-là, l'information circulait, mais quand nous avons approché les gens de la coalition, ils ont nié que la CEDEAO, que la coalition n'a jamais écrit aux facilitateurs sur le problème de la présence de l'UFC à la CENI. C'est effectif. Ok, d'accord. Nous attendons de voir parce que tout le monde attend que le comité de suivi puisse se prononcer par rapport à la situation. Et vu la sortie de l'UFC hier, moi j'ai comme l'impression que l'UFC a peut-être dévancé les événements et ce qui pourrait arriver, c'est que la CEDEAO va peut-être prendre une décision qui va peut-être mettre l'UFC à l'écart et permettre le complément qui reste à compléter pour que la CENI puisse faire. Maintenant, ce qui va arriver juste après que ce complément, qu'après que ce problème soit résolu, c'est un point d'interrogation parce qu'il y a certains qui estiment que la date du 20 décembre n'est pas possible, mais le gouvernement, la CENI et la CEDEAO y tiennent. Maintenant, quitte aux acteurs politiques de s'entendre juste après que ce problème ait été résolu. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les 8 autres puissent intégrer la CENI. C'est ça le problème. Sur ce problème-là, et pour revenir à la conférence de presse de l'UFC hier, Dunia Le Monde dit que l'UFC se dit prête à retirer son représentant de la CENI si la CEDEAO en faisait formellement la demande. Alors, toutes les positions que l'UFC a exposées hier
mais que ces leaders, que ces cadres, annoncent sur les médias depuis quelque temps, Liberté titre l'UFC et ses incohérences. Et la même UFC qui a dit hier qu'elle ne boycottera pas les prochaines élections législatives. L'UFC qui dit ne pas réitérer la même erreur que l'opposition avait faite en 2002, l'opposition qui avait boycotté les élections législatives, ce qui avait tracé une autoroute devant le RPT à l'époque, qui nous a conduit à ce que nous réclamions aujourd'hui. Sylvestre Béni, voilà le point de... Je voudrais juste faire remarquer que il y a un confrère qui avait dit sur ce plateau ici, avait relevé, et j'y adhère, que le Parlement monocolore qui a été issu de 2002 n'a jamais aidé Adema. Et il s'est rendu compte que c'était une fausse route, ce qui a conduit à la signature des 22 engagements. Donc si aujourd'hui, malgré qu'il y a des membres du coup, son expérience s'est rendu compte qu'avoir un Parlement monocolore parce que les autres ont boycotté, ça veut dire que le boycott a son prix, le boycott paye d'une façon ou d'une autre. Il faut pas avoir une posture rigide, dire non, que ceux qui boycottent n'ont pas raison. Supposons que l'UFC participe. L'UFC va s'en sortir avec combien de sièges? On le verra. S'il te plaît. S'il te plaît. Il faut attendre que l'élection. C'est sur ce plateau, je dis, l'UFC gagnerait à conserver le peu d'électorat qu'elle a aujourd'hui, en retirant son représentant de la CENI. Cela peut encore lui trouver des situations atténuantes au sein de la population. Maintenant, quand les auditeurs sont là, quand pour auditer, on demande d'abord quel organe a organisé le recensement. C'est la CENI. Selon la loi togolaise, comment la CENI doit être composée? C'est déjà le premier nœud. Raison pour laquelle on organise des plénières depuis hier, ce matin encore on est en plénière, etc. C'est quand la vérité s'impose, il faut accepter la vérité et faire marche arrière. Merci. Sylvestre Béni? Non, moi, en fait, je voulais dire que personne ne doit boycotter des élections dans ce pays et personne ne le fera. Si l'opposition ne participe pas, pour l'instant, aux travaux de la CENI, ce n'est pas que les gens sont dans une logique de boycott. Parce que les gens disent sûrement que si ils ne boycotteront pas les élections, mais ces élections n'auront même pas lieu. Ne doivent pas avoir lieu. Donc, il faudrait que nous soyons... comment? Non, ils vont faire tout pour empêcher cela. Les gens le disent clairement. Maintenant, moi, je voulais... Empêcher comment, c'est ça? Je vous dis... Mais vous verrez. En fait, vous verrez le jour où ils vont empêcher. Il faut le laisser. Non, je dis, vous verrez. Ils l'ont dit qu'ils feront tout pour l'empêcher. Et vous verrez le moment venu, qu'est-ce qu'ils feront pour l'empêcher. Ça, c'est leur stratégie. Maintenant, je voulais revenir sur le cas même de l'UFC. Vous savez, l'UFC, les membres de l'UFC sont malins. Et puis, ils ne sont pas aussi sérieux envers le peuple togolais. Pourquoi je le dis? Les gens qui savent pertinemment que c'est la position de l'UFC qui bloque maintenant l'avancée des choses. Maintenant, ils viennent nous dire aujourd'hui que si la CEDEAO leur demande donc de partir, ils vont partir. Quand ils ont rencontré le comité de suivi, qu'est-ce qu'on leur a dit? Maintenant, l'UFC a joué le jeu du système RPT Unir, ne serait-ce que pour finir le recensement. C'était la stratégie. L'UFC a fait sciemment de conduire Unir jusqu'à ce qu'ils ne finissent le recensement. Maintenant que c'est fini, ils ont joué leur rôle. Maintenant, ils peuvent facilement se retirer. C'est ce qu'ils ont fait. Ces gens-là ne sont pas sérieux. L'UFC, oui, c'est ce qu'ils ont fait. Sylvestre, je vous dis, c'est ce qu'ils ont fait. C'est l'analyse. C'est ça. Je vous dis, c'est l'analyse. Et là, je crois que les Togolais partagent effectivement cette analyse avec moi. Donc, ces gens-là, ils sont malins et ils ne sont pas sérieux. Je crois qu'il y a une question qu'on doit se poser. Moi, il y a une question que moi je me pose. Vous voyez, la lettre de la CEDEAO est arrivée, je crois que c'est hier 30. La question que moi je me pose, avec tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la situation est tendue entre la C14 et le gouvernement aujourd'hui. Mais voilà, dans ces conditions que la CEDEAO sort une correspondance pour annoncer à la CENI qu'elle recrute des experts pour auditer. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Sincèrement, on doit se poser cette question. On doit se poser cette question et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, les acteurs politiques, ils sont dans leur jeu. Ils sont dans leur jeu et chacun sait ce qui pourrait arriver. Ils sont dans leur jeu. Oui, justement, ce que dit Bourama là, c'est important. Il y a ce que nous disons ici
il y a ce que les partis politiques, notamment de l'opposition, disent, il y a ce que le peuple, enfin la population disent, mais il y a les réalités, la réelle politique, comme on dit en allemand. Et il y a la CEDEAO et on doit suivre également les actes de la CEDEAO. C'est à ce niveau-là qu'on doit se demander s'il n'y a pas certains éléments qui échappent à l'analyse de nous, le Togolais lambda. Oui, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui échappent même au Togolais lambda et que les politiques eux-mêmes qui sont impliqués dans cette affaire ne veulent pas faire savoir. Non, ils savent quand même. Ils savent quand même. Parce qu'on dit souvent que si un aveugle veut te lancer une pierre, il s'est assuré qu'il a son pied sur cette pierre. Et ce que fait la CENI actuellement, on dit que c'est la CEDEAO qui nous a fixé une feuille de route. Que nous suivons. Nous suivons, aller aux élections le 20 décembre. Et il y a un comité de suivi dans ce pays qui suit ce que la CENI fait. On a envoyé les facilitateurs, les experts électoraux qui sont là à suivre le processus électoral. Et ces gens-là ne disent rien. Maintenant, il y a au niveau de la politique, on dit, on anime. On dit, nous n'irons pas aux élections s'il n'y a pas ça. Alors qu'il y a une feuille de route qu'on suit et on dit qu'il faut avoir des réformes d'abord avant d'aller. Oui. Et tout ceci là, on sort, on chante. Et finalement, on a compris que au niveau des politiques, c'est que les gens sont en train de suivre leurs intérêts et non faire ce qu'ils disent qu'on n'a qu'à faire. Souvent, on dit à l'église que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Dans quelle église on dit ça? On dit communément. Disons un dicton populaire. Voilà, ça dit communément. Comme ça, c'est mieux. Un dicton populaire dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc les gens savent ce qu'ils font. Ils disent autre chose et ils cachent beaucoup de choses. On dit de faire de telles choses que tout le monde, la CENI soit inclusive, d'abord complète et inclusive. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la composition de la CENI, est-ce qu'elle est inclusive? Elle est déjà complète. Elle n'est pas complète, mais maintenant on demande d'être inclusive. On a dit 8-8. Il y a 114 partis politiques au Togo. Plus de 100 partis sont mis sur le carreau. Et 15 sont en train de discuter entre eux. Pour dire que c'est eux qui font la politique. Les autres sont oubliés. Les autres n'ont pas le droit d'intervenir dans la politique. Tout ceci là, c'est. Vous voulez dire que le dialogue même en cours n'est pas inclusif? Le dialogue n'est pas inclusif. Il y a un parti comme UPR. Il y a un parti au Togo comme UPR, Union pour la République. Est-ce que ce parti existe encore? Non. C'est quel parti ça? UPR, Union pour la République. Il y a un parti au Togo qui s'appelle UPR à l'époque, Union pour la République. Est-ce que ce parti existe encore? Mais il fait partie des 100 combien? Mais il y a quand même d'autres qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas au dialogue. Qui ne sont pas partis politiques. Ah voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que très souvent, il y a un sage qui dit, tu remontes à l'histoire et tu te retrouves. Et en cela, je rejoins Laurent Gbagbo, il dit, quand tu cherches un homme, il faut chercher ses traces, et puis tu retrouves l'homme. Mais quand on dit que le dialogue s'est limité à 15, la CEDEAO, venant au Togo, avant de venir, les diplomates, ils ont la carte du pays. C'est-à-dire qu'ils ont le fichier. Ils savent que le Togo a 100 et quelques partis politiques. Pourquoi on a limité le dialogue aux 14 qui se sont mis dans la rue à partir d'août 2017 et unir? C'est-à-dire qu'on a le ministre, le général ministre disait est-ce que le Togo est une colonie du Ghana, mais aujourd'hui dans la crise nous sommes devenus une colonie de la CEDEAO. Le Togo et le colon dit nous avons prêté le flanc. Le colon dit pour sortir de votre crise je discute avec tel acteur et tel acteur. Et ça, nous l'avons dit déjà en novembre 2017. Mais les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, on en est là. Bon, maintenant, quand on parle de l'UFC, quand l'UFC dit si la CEDEAO leur demande de sortir, ils vont sortir. Mais le comité de suivi est différent de la CEDEAO. C'est pas le comité de suivi qui a dit, qui a bien dans son communiqué, les partis concernés délèguent 8-8. C'est une parole politique. Oui, je comprends. Oui, la CEDEAO a dit ça, mais vous avez également écouté le gouvernement et la majorité unie relativiser. Excusez-moi, le ministre Mawara, oui. Ce que les uns et les autres disent. Bien sûr, mais libre à celui qui veut relativiser de relativiser. Libre à lui de relativiser.
Mais on sait très bien que, qu'ils le veuillent ou pas, ils reviendront au 8-8 parce que c'est l'État qui est parti. Sauf que celui qui relativise n'est pas n'importe qui dans le contexte actuel. Oh, mais non, attends, bon, ça, il était dans la salle. Écoutez, moi, il était bien dans la salle. Mais finalement, le truc s'est arrêté. Il y a des signes, il y a des faits qui sont là et que nous devons nous interroger. Hier, la CEDEAO a envoyé une lettre pour le recrutement des auditeurs par rapport au fichier qui est fait. Le fichier que certains, le fichier en cours, le fichier que certains, auquel certains n'ont pas participé. Il y a des questions que nous devons nous poser. Il y a des éléments et depuis, la CEDEAO l'a toujours fait. Merci beaucoup. On va devoir nous arrêter là. Le verdict du temps, il est implacable. Même si vous arrivez en retard, nous devons arrêter l'émission à l'heure. Et allons-y avec les cartons. Commençons par le retardataire. Joachim Loko. Vous qui êtes arrivé en retard, votre carton de non, mais je suis arrivé en même carton. Mon aîné. Moi, je n'ai pas de carton particulier, mais j'ai un carton de cœur. À qui? À deux familles, c'est-à-dire à la famille de notre doyen Sabi qui enterre son grand frère le vendredi. Pierre Kasséré Sabi. Oui, il a perdu son frère. Son frère aîné. Oh là là. Et puis mes condoléances à la famille Sabi. Et puis à notre confrère Kofi Lolon qui sera enterré ce samedi à Tchekwa de Dekwa. Et donc nous souhaitons beaucoup de courage aux deux familles. Tout le club de la presse s'associe à ce carton de cœur à notre confrère Pierre Kasséré Sabi, qui est à la HAC aujourd'hui, mais qui est l'un de nos doyens dans la presse privée avec son journal. C'est la matinée. La matinée. Joël Ekossi Vignon également arrivé en retard. Ah bon, votre carton. C'est vrai? Oui. Arrivé en retard? Oui. Ok. Vous savez même pas? Pour une des rares fois qu'on m'appelle. Je suis encore arrivé en retard. Oui, votre carton? Oui, non, moi je donne carton rouge à qui? À ceux qui se permettent de menacer les directeurs d'application suite à nos publications. Un numéro 100 personnalité, la personne n'a pas le courage de se décliner, mais qui vient de me menacer sur ma publication sur le ministre Lorenzo, que nous estimons être le cœur des problèmes que connaît aujourd'hui le football togolais. Je donne carton rouge à ces esprits, à ces petits esprits. Merci. C'est faute de temps. J'ai retenu le sujet, l'article sur Guy Lorenzo, mais faute de temps, on n'a pas pu en parler. Mais Fraternité qui écrit la page 3, football togolais, Lorenzo, le cœur des problèmes. Le journal rappelle que depuis sa nomination à la tête du sport, cette nomination avait suscité des questionnements, des hésitations, et Fraternité trouve que des scandales ne font que s'enchaîner. Avec le ministre Lorenzo au sport, on lira et on appréciera. Votre carton est enregistré et le ministre Lorenzo va avoir... Et ça, tu te rappelles qu'on avait annoncé ici que nous avons parlé du portrait robot en filigrane, le portrait en filigrane des auteurs du cambriolage dont a été victime le chef de la FTF. Nous sommes revenus dans la ceux qui ont la mémoire, les pistes, nous les avons jetées et la SRI est en train de suivre les pistes. Merci. Vous êtes en noir, mais vous allez décerner un carton pas noir. Vraiment Chabouré. Oui, et mis à part le carton rouge. Non, votre carton. Oui. Mon carton rouge va également à ceux-là, aux activistes des réseaux sociaux, particulièrement sur les plateformes WhatsApp, qui ne veulent pas un débat contradictoire. Parce que nous sommes en démocratie, et si les gens veulent qu'on avance, il faudrait que les autres acceptent à l'intolérance et se ferment le débat contradictoire. Merci Sylvestre Béni. Moi, actuellement, c'est les lecteurs de la manchette qui communiquent le carton. Donc, monsieur Charles Laba qui donne un carton. Il vous a donné le droit de donner son nom? Oui, justement. Donc, il donne un carton vert. Le droit ou non, le droit à l'image. Le droit ou non. Donc, il donne un carton vert au président Talon, Patrice Talon, qui a coffré tous ceux qui ont falsifié le document des jeunes, a envoyé même certains joueurs en prison. Mais ici, on vient d'évoquer le cas du ministre. Non, c'est là, c'est le chef de développement. Okay. Je suis fidèle à son développement. Oui. Mais ici, il y a eu 600 millions du ministre Lorenzo, mais
silence radio. Sauf que c'est pas Patrice Talon qui a fait coffrer les gens, c'est la justice béninoise Oui, qui vient de justement, condamner. ça veut dire que la justice fonctionne là. Merci Donc on veut véritablement que ça Abbas soit la Isaka, même chose. Abbas Isaka, on finit avec vous. Ouais, je donne Carton. Ouais, carton rouge. Le micro. Carton rouge. À qui? À tous ceux-là qui roulent et qui sont au téléphone, au volant et même sur les motos. Des gens imprudents alors qu'ils savent bien que c'est interdit. Ils sont au volant et sur les motos. Même tu les vois, ils reçoivent des appels. Merci. Et vous permettez un carton de cœur rouge à la dame là qui s'est fait filmer en train de manger l'orange, qui m'envoie le selfie mais pas l'orange. C'est fini pour aujourd'hui. Qui a donné le numéro de cette dame? C'est fini pour aujourd'hui. et comme demain nous allons honorer les morts, le club La Presse vous retrouve le vendredi 2 novembre prochain à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.